Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, une fois n'est pas coutume, nous aurons sur le podcast francophone de Tax Justice Network la voix de trois présidents, les présidents Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Ils étaient tous trois intervenants du New York Forum Institute organisé par le communicateur Richard Attias et ils ont eu l'occasion de porter la voix de l'Afrique en demandant plus de justice, moins d'égoïsme et plus d'équité fiscale. Vous allez écouter tout à l'heure dans les détails. En posture d'invité, nous avons Adama Coulibaly. Il dirige la section Afrique de l'Ouest de l'ONG Oxfam. Il a accepté de revenir avec nous sur l'initiative du G20 de suspendre le paiement de la dette par les pays pauvres, dont les pays africains. Vous allez voir qu'avec Oxfam, cette initiative, certes, elle est pas mal, mais il y a beaucoup de défis derrière et il y a des problèmes beaucoup plus importants à régler. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, vous pouvez nous écrire à notre adresse email impôts-social@outlook.fr ou aller sur notre page Twitter #impotsocial ou encore sur notre page Facebook Impôts et justice sociale. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous retrouverez Impôts et justice sociale. Voilà pour la une, à tout à l'heure pour les détails. Madame, Messieurs, bienvenue. Je suis bien heureux pour ceux qui nous écoutent sur ce podcast. Ça suppose que vous avez survécu à la pandémie qui actuellement fait des ravages dans le monde. Pratiquement 300 000 personnes sont décédées depuis le début de l'année qu'on a commencé à compter les voix. Et je suis bien heureux de savoir que vous êtes en vie pour nous écouter parce que le coronavirus est toujours en train de continuer. Il faut toujours, on ne le dira jamais assez, respecter les mesures barrières, porter votre masque et puis respecter les mesures de distanciation sociale. Mais en attendant, il y a des conséquences économiques. Les pays africains sont sous pression. C'est de cela qu'ont parlé plusieurs chefs d'État africains, dont 3 que nous avons enregistrés lorsqu'ils intervenaient dans le cadre du New York Forum Institute, un événement organisé en ligne par la firme du grand communicateur Richard Attias, qui a permis à ces chefs d'État de pouvoir donner leur avis sur l'élan de solidarité qui accourt actuellement dans le monde. Nous allons écouter tout d'abord le président Macky Sall du Sénégal, qui estime pour sa part qu'il y a eu comme une espèce d'abandon de l'Afrique. Il pense dans son plaidoyer qu'on aurait pu mieux faire pour apporter des ressources à l'Afrique, surtout lorsqu'on entend des trillions de dollars qui sont mobilisés par les pays développés pour faire face à la même pandémie ailleurs. Écoutez le président Macky Sall du Sénégal. L'humanité n'a pas été capable de développer une solidarité entre les pays. Malgré les appels et malgré en fait le comportement de l'Afrique, et le président Issoufou vient de le dire, sans moyens importants, l'Afrique a pu quand même être résiliente en termes de nombre de contaminations et en termes de nombre de décès. C'est clair qu'il y a encore des choses que nous ignorons sur le virus, sur le pourquoi de cette résilience de l'Afrique. Il y a certainement une conjonction de facteurs. Mais ce qui a manqué, malgré les efforts au départ, salut tout à fait louable du G20, d'aller vers un moratoire sur la dette bilatérale, évidemment c'était un pas, mais un pas insuffisant. Un pas insuffisant par rapport aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Et c'est à ce niveau où nous devons continuer à plaider pour plus de solidarité, pour un nouvel ordre mondial basé sur les valeurs humaines, basé sur la solidarité internationale. Et je dois dire au moment où je vous parle que je me sens un peu triste de constater que, en fait, la pandémie n'a pas suffisamment donné des leçons à l'humanité.
Aujourd'hui, vous avez des pays qui ont les capacités de dire nous levons 1000 milliards de dollars, nous levons 2000 milliards de dollars. La simple évocation de cette volonté suffit à ces pays pour mobiliser ces ressources. D'autres pays comme les nôtres, malgré leurs efforts, ne sont pas en mesure aujourd'hui de lever 2000 milliards de dollars ou 3000 milliards de dollars pour faire face non seulement à la riposte sanitaire, parce que nous sommes dans ce combat au quotidien, jour comme nuit, pour justement contenir la maladie. Ne sont pas en mesure de prendre les protections pour leurs entreprises et pour préserver les emplois. C'est donc qu'il y a une injustice qui vient, en tout cas que le Covid vient encore de prouver, et il faut que ce système international change. Moi, je plaide pour un renouveau mondial basé sur plus de justice sociale, plus d'équité, puisque ce que nous vivons, c'est encore les conséquences d'un modèle économique qui découle de la Seconde Guerre mondiale, et tout a été bâti sur ce modèle alors que l'Afrique n'était pas indépendante. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'il y aura le vaccin et que les pays qui vont le découvrir n'acceptent pas de partager ce vaccin pour tous? Donc nous plaidons aussi pour que le vaccin, quel que soit le pays qui va le découvrir, soit un vaccin mis à la disposition de l'ensemble de l'humanité. À la suite du président Macky Sall, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a lui parlé d'égoïsme. Il est revenu sur une promesse des pays développés qui parlait de mobiliser 0,4% de leur PIB pour pouvoir aider l'Afrique. Aujourd'hui, 10 ans après, cette promesse n'a jamais été tenue. Écoutez le président Ouattara qui revient sur cet épisode douloureux des relations entre l'Afrique et leurs partenaires occidentaux. Avec cette crise, nous voyons que tous ces pays font 5, 6, 7% de leur PIB à cause de cette pandémie. Je crois qu'il y a une morale à tirer de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un égoïsme des pays industrialisés pendant des décennies. Depuis l'indépendance, les pays en voie de développement courent après ces 0,7% et ça n'a jamais été atteint. Même les pays les plus malheureux n'ont fait que la moitié, 0,35%. Mais ce n'est pas pour dire que nous voulons tendre la main. Ce que nous voulons, c'est avoir les conditions au plan international pour nous aider à résoudre nos problèmes. Mahamadou Issoufou du Niger, pour sa part, pense qu'il faudrait mettre les relations internationales dans un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, il va nous l'expliquer, ça comporte une part de solidarité internationale, mais aussi une part de justice fiscale. Écoutez le président du Niger sur ce point précis. Permettez-moi, avant de répondre à cette question relative à la sécurité, de faire un commentaire sur le nouveau paradigme qu'il faut mettre en place après cette pandémie. Je voudrais dire tout simplement que la mondialisation, globalisation a aboli vraiment les distances et toutes les conditions sont donc réunies pour que se manifeste ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire les petites causes qui produisent de graves conséquences, comme le prouve la crise sanitaire actuelle. Le Covid nous rappelle notre communauté de destin. Cette communauté de destin doit amener à réfléchir sur la conception et la mise en œuvre d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme suppose une nouvelle gouvernance politique et économique mondiale plus démocratique, l'accélération de l'intégration politique et économique du continent africain et des institutions démocratiques fortes, capables de promouvoir une bonne gouvernance politique et économique dans les différents États du continent. Ce sont, je crois, ces grandes questions qui doivent alimenter le débat. Le nouveau paradigme doit permettre à l'Afrique de mobiliser les ressources financières nécessaires pour sortir ces populations de la pauvreté. Cela doit être le résultat de plusieurs actions hardies qu'il faut entreprendre. D'abord, il faut promouvoir la capacité des États africains à lever l'impôt, cela est important. Mobilisation des ressources internes, au moins jusqu'à 24% du PIB, contre moins de 20% actuellement dans beaucoup de pays africains. Il faut aussi promouvoir les investissements directs étrangers. Il faut mobiliser les ressources de la diaspora africaine. Il faut enfin, le président Ouattara a évoqué ça, que les pays développés réalisent leurs promesses faites au début des années 70 de porter le niveau de l'aide publique au développement
à 0,7% du PIB, ce qui est relativement faible d'ailleurs. Si on compare ce niveau au niveau du PIB, de l'aide apportée par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall à la reconstruction de l'Europe, c'était 4% du PIB des États-Unis pendant 5 ans qui ont été consacrés à la reconstruction de l'Europe. Vous voyez, par rapport aux 0,7%, le niveau du plan Marshall était très élevé. Et enfin, et je crois que cela a été répété à plusieurs reprises par le président Macky, il faut annuler la dette du continent. Toutes ces actions supposent la promotion, bien sûr, d'un certain nombre de valeurs: dignité, liberté, solidarité, égalité, justice. Ce sont ces valeurs, je pense, qui doivent fonder le nouveau paradigme. Voilà pour le commentaire de nos présidents africains. Il y avait aussi le président Uhuru Kenyatta du Kenya et aussi le président de la Sierra Leone qui sont intervenus dans le cadre de cette activité, dans le cadre de cet événement. Un événement riche et intense qui a permis à l'Afrique de pouvoir porter sa voix au plus haut et de se faire entendre au niveau international, parce que depuis que la pandémie a commencé, les présidents africains sont tellement occupés à faire face à la pandémie, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. À côté de cela, il y a eu des gestes de la coopération internationale. L'édition précédente, vous vous souvenez, nous avons parlé du G20 qui a mis sur pied une initiative qui permet de pouvoir suspendre le paiement des services de la dette par les pays les plus pauvres, dont une quarantaine en Afrique. Mais voilà, cette initiative, elle est louable, comme le disait le président sénégalais tout à l'heure, mais elle semble insuffisante et même elle semble inappropriée pour certains qui ont mené la réflexion dessus. Nous avons eu un entretien avec Adama Coulibaly. Il est professeur d'économie, mais il est aussi le directeur de la section Afrique de l'Ouest pour l'ONG Oxfam. C'est une ONG qui milite énormément pour la justice sociale et pour la justice équitable dans le monde. Écoutez l'entretien que nous avons eu avec lui. L'invité du jour. Adama Coulibaly, merci de répondre à nos questions. De votre point de vue, la décision du G20 de suspendre le service de la dette des pays pauvres, dont plusieurs en Afrique, est-elle une initiative suffisante? Vous conviendrez avec moi que la suspension du paiement de la dette de l'Afrique est le moyen le plus rapide de garder de l'argent dans nos pays et de libérer des ressources pour lutter contre la crise du coronavirus. L'annonce faite par le G20 de suspendre le remboursement de la dette des pays pauvres est un premier pas crucial, mais elle est loin d'être suffisante. Elle est loin d'avoir l'ampleur nécessaire pour arrêter la crise sanitaire et empêcher l'effondrement des économies africaines. Voici quelques-unes des raisons qui expliquent cette situation. Premièrement, il s'agit d'une suspension et non d'une annulation. Et seulement une suspension jusqu'à la fin de 2020. Deuxièmement, la suspension ne concerne que les paiements aux créanciers bilatéraux. Les créanciers privés représentent 55% des paiements de la dette extérieure de l'Afrique. Ne pas suspendre la dette privée signifierait que d'énormes sommes d'argent public, vitales dont nos gouvernements ont besoin pour répondre à la double crise sanitaire et économique, continueront de circuler des pays pauvres vers les banques privées riches et les investisseurs de New York et de Londres. Enfin, nous ne constatons pas non plus le mouvement nécessaire à la suspension de la dette envers les institutions multilatérales. La Banque mondiale en particulier a continué de rester une exception en matière d'allègement de la dette, malgré cette déclaration sur l'importance de s'attaquer au problème de la dette. Nos dirigeants, par l'intermédiaire de l'Union africaine, ont été clairs sur ce qui serait bénéfique pour les gouvernements africains en matière d'allègement de la dette. 1. Ils ont demandé un gel urgent de 2 ans de tous les remboursements de la dette bilatérale, multilatérale et privée. 2. Ils ont demandé que l'allègement de la dette soit étendu au-delà des pays de l'Association internationale de développement IDA, comme c'est le cas actuellement, et qu'il englobe à la fois les pays africains membres de l'IDA et ceux de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD. Ce sont des demandes raisonnables adressées à nos partenaires internationaux. Je suis sûr que le G20 peut répondre à ces demandes.
Le G20 doit prendre davantage de mesures en matière d'allègement de la dette. Aucun pays africain ne peut se permettre de rembourser sa dette en 2020, qu'elle soit due à des créanciers bilatéraux, à des institutions multilatérales ou à des prêteurs privés, sans mettre en danger des millions de vies africaines. En outre, des mesures doivent être prises pour garantir que l'allègement accordé ne se reproduise pas à l'avenir. Alors, on parle d'une initiative de suspension du service de la dette des pays africains, mais que représente-t-elle? Combien devrait être payé jusqu'à cette année 2020 selon vos calculs? L'accès aux données représente un défi pour déterminer l'ensemble du portefeuille de la dette de l'Afrique. Nos calculs basés sur les données publiques disponibles montrent que le service total de la dette publique extérieure de l'Afrique pour la seule année 2020 est d'environ 17 milliards de dollars. En 2019, des pays tels que l'Angola, la Gambie, la République du Congo, la Zambie et le Cameroun ont consacré plus de 20% des recettes publiques au paiement de la dette extérieure. Le Ghana, par exemple, a dépensé 55% de ses recettes fiscales totales pour le service de la dette en 2018. Au Nigeria, la plus grande économie du continent, le gouvernement fédéral et les entités étatiques consacrent chaque année 70% des recettes au service de la dette. Il est donc crucial de se rappeler qu'une crise de la dette menaçait le continent avant l'apparition du coronavirus. Le Zimbabwe, par exemple, avait déjà manqué à ses obligations en matière de dette. L'Afrique a exprimé le besoin de recevoir près de 100 milliards de dollars pour répondre aux conséquences de la Covid-19. Comment la communauté internationale peut-elle mieux exprimer sa solidarité? Les pays africains ont besoin de milliards de dollars de financement pour sauver des vies et des moyens de subsistance. C'est la raison pour laquelle Oxfam et ses partenaires demandent l'émission de 1000 milliards de dollars de réserves supplémentaires qui augmenteraient considérablement les fonds dont disposent les pays pour faire face à cette pandémie. Je tiens à répéter que, maintenant plus que jamais, nous devons veiller à ce que les précieuses ressources soient utilisées de manière efficace et transparente. Alors que les pays ont désespérément besoin d'un soutien financier pour faire face à la crise sanitaire et économique, il est essentiel d'ancrer fermement la transparence et la responsabilité dans la gouvernance de toutes les ressources qui entrent dans les coffres des gouvernements. Qu'il s'agisse des fonds existants ou de nouveaux fonds collectés auprès des partenaires internationaux. La transparence budgétaire, le contrôle parlementaire et l'engagement de la société civile, même en période de blocage, sont essentiels pour garantir que les fonds arrivent là où ils sont les plus nécessaires. La société civile doit être autorisée à jouer activement son rôle. Oxfam suggère par exemple de mobiliser la plus-value réalisée sur les stocks d'or du Fonds monétaire international et de soutenir les pays pauvres sans aucune compensation. Comment cela fonctionnerait exactement? L'Afrique et le monde sont confrontés à une crise extraordinaire. Elle appelle donc des réponses extraordinaires, des réponses qui n'ont jamais été vues auparavant. Nous voyons des réponses aussi extraordinaires de la part des gouvernements des pays riches du Nord. Pour vaincre la pandémie et préserver les vies et les moyens de subsistance en Afrique, le continent doit également s'engager dans des mesures tout aussi extraordinaires. Le Fonds monétaire international a utilisé les revenus des ventes d'or dans le passé. Cela a permis d'alléger la dette des pays africains très endettés dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. Je pense qu'il a la capacité de le faire à nouveau maintenant. La valeur des avoirs en or du FMI a augmenté de 19,3 milliards de dollars depuis le début de cette pandémie, de 138,2 milliards de dollars en janvier 2020 à 157,6 milliards de dollars à la mi-avril. Cette augmentation à elle seule équivaut à plus que la dette totale de 12,4 milliards de dollars due cette année par les pays pauvres aux institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale. Le FMI devrait donc vendre une partie de ses énormes réserves d'or, dont la valeur a augmenté de près de 20 milliards de dollars au cours des 3 derniers mois seulement. Les bénéfices exceptionnels de cette seule opération feraient plus que couvrir les paiements de la dette multilatérale de cette année par les pays les plus pauvres. À Oxfam, nous avons estimé que 19 milliards de dollars pourraient financer les salaires de 6,3 millions d'infirmières en Afrique pendant un an. Votre mot de fin, un appel, un message à la communauté internationale. Je voudrais conclure en disant que les choses ne peuvent plus être comme avant. Au sortir de cette crise,
nous devons renforcer la mobilisation de nos ressources intérieures afin d'investir dans la transformation de l'Afrique et de renforcer nos systèmes de santé pour répondre de manière adéquate aux futures pandémies. Nous devons tous agir ensemble pour mettre fin aux flux financiers illicites et aux incitations fiscales inutiles accordées aux multinationales. La perte de recettes fiscales a des effets néfastes, limitant la capacité de nos gouvernements à financer des services publics essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et l'assainissement. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, perd environ 9,6 milliards de dollars par an en raison des incitations fiscales offertes par le gouvernement aux entreprises pour attirer les investisseurs. Cela suffit pour construire 100 hôpitaux modernes bien équipés en un an. Merci Adama Coulibaly d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à Oxfam qui fait un travail infernal pour sensibiliser le monde à l'importance de la justice fiscale. C'est la fin de cette édition, mais avant de partir, je vous annonce que le Sénégal a remporté sa victoire. Les ONG là-bas sont parvenus à faire pression sur le gouvernement qui a finalement renoncé à son traité fiscal qui le liait à l'île Maurice. On parle de plus de 254 millions de dollars qui ont été perdus par la caisse publique du Sénégal. Et notre actualité, c'est que la Commission européenne, dans son plan de relance pour la période post-Covid, a décidé d'emprunter sur les marchés internationaux. Évidemment, il faudrait que tout ça soit discuté et que ce soit validé par de nombreux pays. Mais c'est intéressant de se rendre compte que la Commission européenne est en train de mobiliser des ressources parce qu'après, pour le remboursement, il y aura peut-être des taxes européennes, des taxes communautaires. C'est un exemple qu'il faudra suivre pour les organisations sous-régionales africaines qui devront peut-être un jour calquer le modèle européen, peut-être pas totalement, mais calquer quand même l'initiative afin de pouvoir présenter une taxation unifiée. Je rappelle aussi que le Nigeria a surpris en ayant pratiquement 5,3 milliards de dollars d'investissements étrangers depuis le début de l'année 2020. Mais ce qui nous inquiète, c'est que la plupart de ces capitaux venaient de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, mais aussi de l'île Maurice, des pays qui sont dans le drapeau rouge de ceux qui abritent des paradis fiscaux, ou alors qui signent des conventions fiscales agressives. Donc c'est quand même un domaine où il faudra qu'on investigue pour comprendre qui ont été les vrais investisseurs et si le Nigeria perd ou gagne au change. Nous allons revenir dessus dans une prochaine édition avec d'autres experts et nous reviendrons aussi sur la pratique des prix de transfert durant cette période difficile qui est celle du coronavirus, où il est difficile pour les administrations fiscales de pouvoir faire leur job. Voilà, c'est la fin de ce programme. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn, je le dirai jamais assez, avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur www.impotetjusticesociale.com. C'est notre page YouTube. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter, #impotsocial, ou encore sur notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale. Et pour ceux qui ont Stitcher, allez sur cette page et cherchez Impôt et Justice Sociale. Enfin, ceux qui veulent nous écrire, allez sur notre adresse email qui est impôt avec s-8 social@outlook.fr. C'est la fin de ce programme. À très bientôt. Je le dirai aussi jamais assez. Protégez-vous. Le coronavirus est encore dehors. Protégez-vous au maximum. Portez des masques. Respectez les mesures de distanciation sociale. À très prochainement, s'il plaît à Dieu. Au revoir.